Nous avons la chance et l'honneur d'écouter et d'accueillir aujourd'hui un autre dirigeant de mouvement politique français, un homme courageux qui est ancien député et qui aujourd'hui est président du mouvement Via la Voix du Peuple, Jean-Frédéric Poisson. Bonjour à tous, cher Florian, chers amis patriotes, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Ingrat que vous êtes, mauvais esprit que vous êtes, grincheux que vous êtes. L'État s'occupe de vous. Il s'occupe bien de vous. Et je voudrais vous en donner un exemple. J'ai pris mon papier parce que je voulais être sûr de ne pas en rater une miette. Le ministère de la Transition écologique, grâce à qui nous sommes aussi réunis aujourd'hui, il faut tout de même le dire, a donc mis en place un bonus pour la réparation des vêtements. C'est-à-dire que si vous avez des vêtements à recoudre ou des chaussures à ressemeler, vous pourrez maintenant aller chez un des 600 réparateurs agréés par l'État qui ont dû chacun déposer un dossier d'agrément auprès de l'administration ad hoc. Vous profiterez alors d'une réduction comprise entre 6 et 25 euros selon un barème déterminé par l'administration française. 7 euros pour un trou dans le pantalon. 18 euros pour une nouvelle semelle en gomme sur vos chaussures. Pour les fermetures éclairs, attention, ça dépend de la taille. Petite braguette, 8 euros. Braguette de plus de 20 cm, 15... Non. Non, pas ça ici. Braguette de plus de 20 cm, on passe à 15 euros. Et il y a 14 réductions différentes. Alors l'argent qui est déduit de votre facture sera reversé par l'État au réparateur, et comme ça tout le monde sera content. Le réparateur, vous, l'État aussi d'ailleurs. Ne vous étonnez pas si, c'est une petite remarque en passant, le prix des réparations chez le marchand, du fait que vous obtiendrez une réduction, évidemment, va augmenter. C'est comme les aides au logement pour les étudiants. Les loyers ont augmenté puisque, grâce aux réductions, ils étaient amenés à payer moins cher. Alors, d'où vient l'argent ? Vous devriez le savoir, c'est dans votre poche. Ça, c'est tout le génie du système administratif français. Le fonds est en effet alimenté par une éco-contribution. C'est le mot magique. Éco, c'est un mot magique. Une taxe qui frappe tous les vêtements, et la taxe elle-même, d'ailleurs, sera recyclée dans une mécanique de recyclage. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Le système actuel comprend 104 taxes différentes sur les vêtements que nous achetons tous les jours. Il y a 14 types de pyjamas dont les taxes vont de rester assis, enfin, 0,0273 centimes. Donc on est au centième de centime, pour les plus petits sans doute. Et la taxe la plus chère est de 0,0598 centimes d'euros, tout ça. Il y a, on parle de, voilà, les bas pour les femmes ne sont pas taxés autant que les bas pour les hommes. Je ne suis pas concerné à titre personnel, mais je ne comprends pas pourquoi. Les couvertures et les parures de lit ont des taux différents. Et les t-shirts sont taxés différemment selon qu'ils sont pour des personnes de moins de 14 ans ou des personnes de plus de 14 ans. Alors, le dernier point, c'est de savoir qui collecte tout ça et qui vérifie. Alors, évidemment, il y a un organisme qui est chargé de vérifier tout ça. C'est un organisme lié à l'industrie textile qui s'appelle Ring Fashion, en français. Il collecte et reverse aux consommateurs, mais aussi aux entreprises vertueuses qui fabriquent des vêtements en utilisant des matériaux recyclés, des tissus qui sont effilochés, défilés, etc., etc. Et évidemment, ces entreprises sont vertueuses quand elles récupèrent leurs matières premières à proximité de leur usine. Et là, la question se pose, je vois dans vos regards éberlués, qu'est-ce que ça veut dire la proximité ? Rassurez-vous, l'État s'occupe de tout. La proximité dit le décret, je lis le décret,
La prime est octroyée lorsque l'ensemble des étapes de tri, de préparation, de recyclage des déchets par incorporation des matières qui sont issues s'effectue dans un rayon d'au plus 1500 km depuis le point de collecte. Alors, encore une fois, comme vous êtes des gens de bon sens, vous dites, mais à 1500 km, comment sait-on qu'on peut tracer quoi que ce soit? Parce que 1500 km, si par rapport à ici, vous êtes quelque part au fond de l'Espagne ou de l'Italie, ou voilà. Alors, que faire s'il n'y a pas de traçabilité à cette distance? Là encore, il existe une procédure simplifiée. Accrochez-vous. Il faut que les matériaux proviennent de moins de 1000 km par rapport au barycentre de la France. Le décret, d'ailleurs, précise extrêmement précisément les coordonnées de ce barycentre. Si ça vous intéresse, vous verrez ça chez vous en rentrant. C'est écrit dans le décret, ce que je vous lis. 46 degrés, 26 minutes et 38 secondes de latitude. 2 degrés, 36 minutes et 10 secondes de longitude. Pour votre information, c'est dans la Creuse. Est-ce qu'il y a des Creusois ici? Sans doute. Et ça s'appelle la commune de Lupersa, qui vient d'acquérir une célébrité mondiale il y a quelques secondes. Je vous dis ça d'abord pour vous détendre un peu dans une semaine, une période qui est tout de même difficile, et parce qu'il commence à faire un peu frais, et vous dire au fond que si effectivement la simplification promise par le Premier ministre dans son discours de politique générale cette semaine pouvait commencer par un point, on pourrait commencer par ça, par exemple, c'est-à-dire laisser les gens repriser leurs chaussettes et leurs pantalons tranquillement sans avoir besoin de mettre en place une usine à gaz de plus pour aller faire des subventions que vous allez recevoir. Enfin, vous allez vous-même vous donner en fait les 7 € quand vous reprisez votre pantalon. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne les prend pas pour vous pas les donner, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ça vous donne une idée de ce que subissent jour après jour les agriculteurs de notre pays, en plus de la disparition progressive de leur profession depuis maintenant 200 ans, et en tête qu'en 1850, il y a donc 170 ans maintenant, un peu plus, les agriculteurs représentaient 2 tiers de la population active en France. C'était 50% en 1900, 20% en 1950 et c'est 2% aujourd'hui. La disparition de la paysannerie du monde occidental est probablement un des plus grands drames que notre civilisation ait connu, parce que la paysannerie, au fond, et c'est bien ce qui gêne nos dirigeants aujourd'hui, qu'ils soient européens ou français, la paysannerie, c'est l'exemple type de ce que la Startup Nation n'est pas. C'est-à-dire de l'enracinement, de l'investissement durable, du travail, de la rentabilité faible, mais sur le long terme, l'inverse des startups qui sont au contraire fondées sur le ramassage de capitaux comme une promesse de réussite et la revente rapide pour maximiser les profits. C'est l'inverse de ce monde. Et effectivement, si on ennuie autant nos paysans, c'est d'abord parce qu'ils sont le monde d'hier, mais moi j'aime bien le monde d'hier, j'aime beaucoup même le monde d'hier. Et deuxièmement, parce que, au fond, la seule chose que le déracinement ne déracine pas, c'est le besoin d'enracinement. Et si les agriculteurs sont témoins d'une chose dans notre pays, c'est que eux sont enracinés et leur mode de vie, ce qu'ils nous ont dit de toute cette semaine et tous ces jours, toutes ces semaines-ci, c'est qu'effectivement, sans enracinement, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de société, il n'y a pas de bonheur collectif possible. Ne nous étonnons pas que les mondialistes qui sont aux affaires veuillent détruire la paysannerie. Sans la paysannerie, encore moins de racines. Sans la paysannerie, pas de souveraineté alimentaire. Sans souveraineté alimentaire, pas de liberté des peuples. Et leur objectif, mes amis, c'est pas simplement de détruire ou de faire disparaître les paysans. C'est évidemment d'attaquer l'ensemble de nos libertés et de faire de nous des consommateurs atomisés et affaiblis face à la toute-puissance de l'État. C'est leur projet politique. Et pour terminer, je vais vous faire part d'un sentiment personnel. Je vois, alors tout le monde est jeune ici, je suis d'accord, mais enfin j'en vois quand même qui sont de ma génération. Je n'imaginais pas, il y a 30 ans, quand j'ai démarré ma vie politique, de voir passer une partie non négligeable de mon temps à rappeler que nos libertés fondamentales ne devraient même pas être remises en question, que personne ne devrait songer à y toucher. Malheureusement, je constate que sans cesse, elles le sont, et que ce qui se profile devant nous, c'est bien dans les projets de l'Union européenne, l'identité numérique européenne, le passeport sanitaire, le passeport énergétique, la disparition de l'argent liquide, les contrôles sans cesse qui s'exercent de plus en plus sur nous, la tyrannie exercée par ces petits appareils qui sont dans nos poches
et qui sont comme la langue d'Ésope, le meilleur et le pire des outils, c'est la surveillance généralisée qui s'annonce, et c'est ce contre quoi nous devons nous battre. Il n'y a pas d'autre objet que celui-là. Et je termine en disant que s'il y a un enjeu dans les prochaines élections européennes qui approchent, c'est bien celui de la défense des libertés. C'est aussi celui de la préservation de notre modèle social. C'est-à-dire cet équilibre très français, il ne marche pas très bien, c'est vrai. Cet équilibre très français qui veut que les 4 assurances avec lesquelles chacun d'entre nous est né ici, l'assurance chômage, l'assurance santé, la vieillesse et les allocations familiales, ces 4 piliers. Le fait que chacun des régimes qui dirigent ces 4 piliers soit piloté par les partenaires sociaux et les organisations de salariés et d'employeurs. Ça, c'est le modèle social à la française. C'est ça que veut détruire Bruxelles. Parce que lorsque l'État s'occupe de ces régimes-là, nous perdons, mes amis, de la liberté de décision. Nous perdons des moyens. Nous perdons des recettes. Nous perdons de la prospérité. Si les élections européennes ne sont pas un moment au minimum d'alerte de nos concitoyens, que ces 2 enjeux sont ceux contre quoi nous devons lutter, ou plutôt leur disparition, le projet de leur disparition, alors je suis désolé de vous dire que le reste ne servira pas à grand-chose. Que serait, je suis partisan, comme vous l'êtes tous, et Florian le sait bien, partisan d'une extension significative, et plus que ça, de l'utilisation du référendum. Mais expliquez-moi à quoi serviraient des référendums si notre liberté d'expression est réduite. À rien, bien sûr. Nos 2 combats sont là. On peut envisager des solutions différentes et des chemins différents. Ça fait partie de nos échanges avec Florian. Peu importe. L'enjeu, c'est ça. Sans liberté, sans modèle social français, il n'y a plus de France. Et moi, je ne veux pas que la France disparaisse. Merci aux patriotes pour leur mobilisation et à votre président pour sa combativité et son courage. À bientôt.